Bonjour. Aujourd'hui, on va s'immerger dans un extrait absolument saisissant du Dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. On va suivre ensemble le parcours psychologique du narrateur, un parcours qui l'emmène de la terreur la plus pure à une découverte linguistique, assez surprenante, au cœur même de sa prison. On commence très fort avec cette phrase. Pour le condamné, figurez-vous que la politesse, c'est pire que tout, c'est pire que la brutalité. Chaque geste de gentillesse de ces geôliers n'est en fait qu'un rappel, un rappel poli, mais terrifiant de son destin. C'est une douceur, oui, mais une douceur qui a l'odeur de la mort. Il faut imaginer la scène. Dès son arrivée, le narrateur est saisi par ce qu'il appelle des mains de fer. On lui inflige des précautions extrêmes, on va même jusqu'à la camisole de force. Mais attention, le but, ce n'est pas de le protéger de lui-même. Non, c'est de le préserver pour son exécution. Chaque soin qu'on lui apporte est en réalité un pas de plus vers l'échafaud. Et c'est là que réside toute l'ironie. Une ironie absolument cruelle de la situation. L'État déploie des efforts considérables pour le garder en vie, en bonne santé, mais dans un seul et unique but, s'assurer qu'il arrive bien vivant à son exécution publique. Chaque mesure de sécurité est en fait un morbide compte à rebours. Et puis, soudain, on assiste à un retournement psychologique fascinant. Le narrateur, il ressent un soulagement immense, quand ce traitement de faveur, cette politesse horrible, s'arrête. Parce qu'en redevenant un prisonnier comme les autres, traité avec la même brutalité que tout le monde, il peut enfin, ne serait-ce qu'un instant, oublier qu'il est le condamné. Ce contraste, il est vraiment au cœur de son état d'esprit. D'un côté, cette douceur horrible qui lui rappelle à chaque seconde son statut de condamné, et de l'autre, la commune brutalité, qui, paradoxalement, devient une sorte de distraction. Elle le ramène à une normalité, certes violente, mais une normalité qui lui permet d'échapper un instant au spectre du bourreau. Et puis, petit à petit, grâce à sa docilité, et c'est là que c'est assez fou, grâce à quelques mots de latin qu'il échange avec le concierge, une sorte de vestige de sa vie d'avant, il obtient de petites concessions. Les promenades, de l'encre, du papier. Ces détails peuvent paraître insignifiants, mais pour lui, ce sont d'immenses victoires. Ça améliore ses conditions, bien sûr, mais surtout, ça lui ouvre la porte à de nouvelles interactions. Et c'est là, dans le brouhaha du préau, au milieu des autres forçats, qu'une nouvelle dimension de son enfermement va se révéler à lui. Une dimension sonore. Il découvre l'existence d'une langue secrète, une langue que seuls les prisonniers parlent, l'argot. Pour lui, ce n'est pas juste un dialecte, il le perçoit comme une sorte de greffe grotesque, une verrue ou une excroissance hideuse sur le corps de la langue française. C'est un vrai système de communication, complet, mais un système qui est né du crime, de la prison et de la misère. Alors, voilà un premier exemple de la poésie très sombre de cet argot. Épouser la veuve. L'image est absolument macabre, on est d'accord. Mais en même temps, elle est d'une puissance incroyable, non? Ça transforme l'instrument de mort en une figure presque mythologique, cette veuve éternelle qui accueille chaque condamné dans ses bras. Et cette langue, elle révèle une créativité absolument étonnante. Elle est pleine d'humour noir, d'images frappantes. C'est un mélange d'énergie et d'horreur qui, à la fois fascine et révulse le narrateur. L'argot peut atteindre une précision qui fait froid dans le dos. Prenez le mot pour tête. Il change complètement selon le contexte. C'est la Sorbonne, en référence à l'université, quand elle sert à réfléchir, à planifier un crime. Mais elle devient la tronche, un mot beaucoup plus cru, beaucoup plus brutal, au moment précis où le bourreau la sépare du corps. Mais l'argot, ce n'est pas que de l'horreur. Il peut aussi être étonnamment léger, presque comique. Appeler le simple panier d'un chiffonnier un cachemire d'osier, ça révèle un esprit vif, ironique. C'est une façon de se moquer de la misère avec poésie, de se réapproprier son sort avec une pointe d'humour. Et la liste est sans fin. Le tôle pour le bourreau, la conne pour la mort, la placarde, la menteuse. C'est tout un vocabulaire, à la fois mystérieux et sordide, qui semble vraiment surgir des profondeurs. Une langue conçue pour exclure ceux qui ne font pas partie de ce monde, un univers parallèle complètement hermétique. Pourtant, malgré cette immersion linguistique, le narrateur garde une distance. Pour lui, ces mots ne sont pas de simples sons. Les prononcer, c'est comme manipuler des crapauds et des araignées. Ça montre bien tout le fossé qui le sépare encore de cet univers, même s'il arrive maintenant à en déchiffrer les codes. Mais l'observation la plus poignante, la plus forte, elle arrive à la fin. C'est quand le narrateur compare les hommes qui le gardent à ceux qui partagent sa peine. Le personnel de la prison le déshumanise complètement. Devant lui, il parle de lui à la troisième personne, comme s'il n'était pas là. Il risse, il discute de sa mort avec une indifférence totale. Il n'est plus un homme à leurs yeux. Il est devenu une chose, un simple colis en attente de livraison.
Et voilà la conclusion, qui est absolument déchirante. Les seuls qui lui témoignent une véritable compassion humaine, une pitié sincère, ce sont ses compagnons de misère, les autres criminels. C'est un paradoxe terrible, la seule once d'humanité qu'il trouve lui vient de ceux que la société a totalement rejetés. Et ça nous laisse avec une question. Au fond, où se trouve la véritable monstruosité ?